Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Ode à Cassandre. Mignonne allant voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Là, voyez comment peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place, là, ses beautés les séchoirs. Oh vraiment, marâtre nature, puisque qu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge floronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Vous venez d'écouter le poème Mignonne, allons voir si la rose de Ronsard. 500 ans. Ronsard aurait eu 500 ans cette année. Un sacré anniversaire. Ce qui fait du poète des poètes, comme on le surnommait en son temps, le plus vieux des poètes de la langue française. Mais que reste-t-il de l'auteur aujourd'hui ? Peut-on dire qu'il a tracé la route de la poésie française ? Faisait-il plutôt partie des anciens ou des modernes ? Ce sont toutes ces questions que nous allons voir aujourd'hui avec Mireille Huchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à la Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, l'éditrice des œuvres complètes de Louise Labbé et de Rabelais dans la bibliothèque de la Pléiade. Alors j'ai une première et une terrible question. Que reste-t-il de Ronsard aujourd'hui ? Quel est son héritage ? L'héritage de Ronsard, eh bien, ce sont des vers, comme ceux que nous venons de citer. Ce sont, oui, de beaux poèmes extraits, surtout des amours, ou d'autre part des odes. Un certain nombre d'ouvrages qu'il a donnés ne sont malheureusement plus guère reçus actuellement en dehors des universités, ne serait-ce que sa poésie politique, dans ces discours des misoires du temps, qui sont maintenant qui sont de très beaux textes, des textes politiques, qui auraient maintenant finalement une véritable actualité d'ailleurs. Le discours des misères du temps, qui était dédié à Catherine de Médicis en 1562, je crois qu'on pourrait le lire actuellement et qu'il aurait toute vraiment sa force de polémique. Et pourquoi il est un petit peu tombé dans l'oubli ? Est-ce que c'est parce qu'il était en ancien français ? Alors justement, tout à l'heure, l'extrait, vous l'avez lu en français, c'est gentil, mais si vous aviez mis un autre ton, ça aurait pu, vous pouvez d'ailleurs nous le lire. Ah oui, j'aurais pu vous le lire, hein, mignon, allons voler sur la rose. Oui, c'est tout de suite un peu moins facile à comprendre. Mais ce n'est pas pour cela, je crois qu'il n'est plus tombé dans l'oubli, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a pu y avoir actuellement, ne disons pas une défaveur de la poésie et de la poésie du XVIe siècle, mais peut-être. Et vous avez dirigé l'édition des poètes de la Pléiade en Pléiade. Alors je le rappelle un petit peu, de 1547 à 1559, la Pléiade désignait le premier groupe de poètes en langue française. Il était constitué de Ronsard, de Du Bellay, Thiard, Baïf, Desautel, Jodelle et de La Péruse. Peut-on dire que ce sont eux qui ont jeté les bases de la poésie française ? Mais écoutez, ce groupe de la Pléiade que j'ai mis en avant sous le règne d'Henri II, il n'est pas véritablement constitué comme groupe en tant que tel. C'est-à-dire parce que ça arrivait rétrospectivement. De Pléiade, on le retrouve rétrospectivement, mais ce sont quand même des auteurs qui se caractérisent d'une part par leur nouveauté. Et ils ont inventé la première tragédie à l'antique en français. On a avec Ronsard le premier volume des odes, complète en français. Il y a donc beaucoup de nouveautés dans ce groupe et ils ont voulu peut-être remettre en honneur aussi les anciens, les découvrir en tant que tels. On sait s'ils se sont rencontrés un petit peu ou pas du tout ? Alors certains se sont rencontrés, évidemment. Du Bellay, Ronsard étaient amis et étaient amis un peu rivaux, oui. C'est souvent d'ailleurs rivaux, mais ou Baïf aussi. Ronsard et Baïf, par exemple, ont suivi les enseignements de Dora.
Certains se sont retrouvés aussi lorsqu'il y a eu la fameuse tragédie de la Cléopâtre captive de Jodelle, qui a donné lieu à une cérémonie, si on peut dire, qui a fait scandale, qui était la pompe du bouc, où ils auraient finalement sacrifié un bouc en souvenir ou en honneur plus exactement de la tragédie que mettait en avant Jodelle. Donc Jodelle, Ronsard également. Et certains se sont vus peu souvent. Par exemple, Guillaume des Hôtels, dans un de ses poèmes, dit être très heureux d'avoir enfin rencontré du Bellay. C'est souvent d'ailleurs par texte interposé que les uns et les autres sont en échange. Juste pour revenir à Ronsard, il paraît qu'il avait un caractère un peu particulier. Alors le caractère de Ronsard, il a été un peu mis en avant dans la vie très romancée finalement que lui a consacrée Claude Binet, qui est un auteur qu'il a fréquenté pendant les dernières années de sa vie. Donc c'est vrai que Ronsard pouvait apparaître comme un personnage assez orgueilleux, c'est sûr, pouvant aussi être un personnage audacieux, c'est évident. Son volume des odes est véritablement, c'est une sorte de coup de foudre dans le paysage poétique. Et alors justement, vous parliez des odes, donc ce sont ces odes de 1550. Ronsard élimine le X final, par exemple, de heureux et doux. Il supprime les consonnes superflues. Par exemple, dans doigt, il enlève le G et le T pour écrire DOIS. Il simplifie des consonnes doubles dans le verbe frapper, par exemple, et il efface le Y, et même il change l'orthographe de du Bellay. Donc sous sa plume, c'est la réunion un petit peu de la tradition et de la création. Est-ce qu'on peut dire qu'il était plutôt un moderne dans la poésie ? Alors là, ce à quoi vous faites réflexion, c'est finalement son orthographe. Alors l'orthographe, c'est un grand sujet de débat au XVIe siècle et à partir des années 1530 d'ailleurs, parce qu'on essaye d'unifier l'orthographe en sachant qu'il y a des options très différentes selon que l'on veut que l'orthographe montre l'origine des mots et avoir une orthographe plus étymologique, ou si l'on veut que l'orthographe soit plus proche de la prononciation. Et Ronsard y est allé finalement là de ses idées. Par exemple, en 1550, donc, il simplifie son orthographe et Ronsard donc a fourni aussi un certain nombre d'éléments et entre autres, par exemple, il va plus loin que Maigret en disant qu'il veut supprimer le fameux Y, cet épouvantail de Pythagore, comme il le dit, cet épouvantail d'Y, et donc il souhaite écrire in avec un I simplement. C'est intéressant de voir qu'ensuite il revient, puisque en 1555 il écrira hymne avec un Y. Ah, il y revient finalement. Il y revient, hymne avec un Y, et ensuite, in fine, dans les éditions de certaines de ses œuvres, il utilisera in, H-I, 2-N-E. Donc il y a chez lui différents stades en quelque sorte. Il s'est beaucoup intéressé à l'orthographe et à une réforme de l'orthographe dans les années 1550. Ensuite, il a plus délaissé finalement le sujet. On sait si justement sa poésie a pu inspirer les grammairiens pour établir les règles de la langue française. Après, ils se sont basés sur les poèmes de Ronsard ou pas du tout ? Alors, on ne peut pas dire que c'est pour la grammaire qu'ils se sont fondés sur ces textes, mais ce qui est intéressant, c'est pour la rhétorique. Il y a une rhétorique de Fouquelin qui paraît en 1555 et qui prend ces exemples justement chez Ronsard principalement et chez aussi les poètes de la Brigade tels que Baïf, du Bellay. C'est quelque chose de très nouveau parce que c'est une rhétorique qui s'inspire des ouvrages qui viennent juste de sortir. Et Ronsard, là, a vraiment se taille la part du lion et on peut même penser qu'il a pu écrire tout ce qui concernait les métaphores, finalement, dans cela. Et c'est vraiment, dans l'élocution, dans le style, que cette rhétorique est importante et a divulgué peut-être ce qu'est la poétique de Ronsard. Et Ronsard, comme beaucoup de grands écrivains, a connu son purgatoire. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre les romantiques pour le redécouvrir ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que Ronsard, au début, dans ses premières, les odes, entre autres, ce sont des textes qui sont apparus comme très obscurs, parce qu'il s'inspirait, entre autres, des Grecs, et de Pindare. Je rappelle que Pindare avait écrit des odes en l'honneur des jeux de la Grèce antique. Et donc, on a un certain nombre de tournures qui sont inspirées du grec, des termes aussi qui ont pu être pris au grec. Et son premier livre des amours, c'est-à-dire les amours de Cassandre,
est aussi dans un style qui est un style qui a pu paraître obscur. Ensuite, il est allé vers un style beaucoup plus simple et on a appelé les Amours de Marie qui sont dans un style simple. Et tout au long de ses créations, il a finalement simplifié certaines des métaphores qui pouvaient paraître trop difficiles au début et son orthographe peut-être, mais surtout son style, éliminant un certain nombre de métaphores. Et tout ceci pour être le plus proche en quelque sorte de la langue du temps. Le temps a passé et Ronsard et aussi ses poètes étaient des poètes un peu qui se caractérisaient quand même par une certaine exubérance de la langue. Ils pensaient que plus une langue avait de mots, plus elle était riche, alors que au XVIIe siècle, quand Malherbe vint, lui veut au contraire que chaque mot corresponde à un concept et les synonymes qui sont floraison au XVIe siècle ne sont plus véritablement de mise. Donc il y a eu une défaveur à ce moment-là, parce qu'aussi la langue a évolué, même si Ronsard avait essayé tout au long de sa vie de calquer le plus possible, en quelque sorte, une sorte de, je vais presque dire, de génie de la langue qu'il ressentait, il est évident que la langue avait évolué et que les poésies de Ronsard pouvaient apparaître, enfin certains éléments pouvaient apparaître comme archaïques et apparaître comme trop exubérants. Et donc, à partir du XVIIe siècle, du début du XVIIe siècle, il y a eu une défaveur de Ronsard que l'on n'a plus édité, alors qu'il y avait eu de nombreuses éditions, puisque en 1617, je crois qu'on en était encore on en était à la 13e édition. Ah oui. 13e édition, et lui-même avait d'ailleurs, de son vivant, fourni 6 éditions. Et on a une énorme édition en 1584, qui est la dernière édition parue de son vivant. Et c'est une énorme édition, 1000 pages, in folio, 1200 textes. Véritablement, là, il y avait une monumentalisation de son œuvre. Mais après, donc, il n'y a plus véritablement, après 1617, il n'est plus publié. Il est mis un peu, justement, c'est le purgatoire, hein. Voilà, le purgatoire, comme vous le dites. Et c'est en fait les romantiques qui l'ont fait ressurgir, essentiellement d'ailleurs parce qu'il a été vu comme le poète de la fureur poétique, le poète de l'inspiration. Il y a de nombreux et de magnifiques textes d'ailleurs de Ronsard qui mettent en avant ce poète inspiré, porté, comme il le dit, par la fureur et par l'art, en fait, qui est une très belle formule. Et donc là, il a été remis en quelque sorte au goût du jour. Au goût du jour. C'est pas au goût du jour, mais on a mis en avant donc un certain nombre de ces vers. Alors j'ai une dernière question, Mireille Huchon. Imaginons que des néophytes de Ronsard nous écoutent aujourd'hui. Que leur conseilleriez-vous de lire pour découvrir l'œuvre de l'auteur ? Eh bien, peut-être les poèmes les plus audacieux, qui sont par exemple dans les Folâtries. Il y a vraiment des pièces extraordinaires. D'ailleurs, Ronsard en éliminera un certain nombre ensuite. Il faut faire très attention d'ailleurs, parce que l'audace peut se trouver, on peut finalement ne pas s'en rendre compte actuellement, parce que le Mignonne allons voir si la rose que récitent les petits élèves fait une défloration au sens. Donc, je pense qu'il faudrait relire le discours des misères du temps, et le lire avec un regard peut-être d'actualisation, se poser la question, finalement, s'il n'est pas vraiment d'une très grande actualité. Et donc, il y a comme ceci des pièces qui sont des pièces magnifiques de Ronsard, qui malheureusement est souvent vues seulement en morceaux choisis d'ailleurs. Et ce sont les ouvrages les plus fréquents, enfin, on retrouve fréquemment les mêmes ouvrages. Donc, Ronsard, c'est un monde, comme on a pu le dire, enfin, c'est le prince des poètes, et aussi le poète des princes. Alors, c'est vrai que le côté un peu courtisan peut peut-être moins plaire, mais c'est surtout un auteur qui est vraiment un auteur que l'on pourrait dire de récapitulatif, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé vraiment à tout type de poésie. Il a même fait une épopée, une épopée qu'on a dit ratée, qui est la fameuse Franciade, mais qui avait l'intérêt peut-être de mettre en avant ce qui était alors l'histoire des rois de France, c'est-à-dire qui étaient les descendants du Troyen Hector et de Francus, le fils d'Hector, qui aurait finalement serait passé de Troie, serait venu en France, en passant d'ailleurs par le Danube. Et là, c'est très intéressant de voir que Ronsard, dans une sorte de mythologie de sa naissance, se dit finalement le descendant d'un compagnon, qui serait finalement un compagnon de Francus. Donc on a le poète et le roi qui se répondent.
Merci Mireille Huchon, merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt! Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh! Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.